Bienvenue sur la TFM qui reçoit aujourd'hui Abdoulaye Rokhaya Wane. Abdoulaye Rokhaya Wane est stratégiste et aussi le président du think tank Leadership Afrique. Monsieur Wane, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, on voit vos chroniques publiées dans la presse sénégalaise, des chroniques qui interpellent les Sénégalais sur des questions essentielles. Pourquoi? Merci beaucoup Alassane Samba Diop de nous donner l'occasion d'interagir sur des questions aussi importantes pour nous. Il s'agit essentiellement de réfléchir sur des questions qui sont liées au développement du Sénégal et de l'Afrique de façon générale. C'est quoi un think tank? C'est un centre de pensée, de réflexion qui réunit un certain nombre de cadres sénégalais et africains. Cette structure-là s'appelle Leadership Afrique, qui a pour vocation, de façon tout à fait bénévole, de contribuer à l'avancement des sociétés africaines. Notre préoccupation fondamentale est que nous avons tous, comme vous, constaté la situation de sous-développement de nos pays. Nous analysons, comme tout le monde, l'évolution de l'Afrique et du Sénégal, et également, notre analyse en arrive à ce qu'un des grands problèmes chez nous, c'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes de réflexion stratégique, c'est des problèmes de leadership. Et ces cadres-là, ces gens du secteur privé, se sont réunis en disant « nous sommes certainement des gens qui travaillons, nous ne nous plaignons pas de façon générale par rapport à nos développements personnels, mais il est de notre responsabilité de retourner à notre société ce que la société nous a donné et nous essayons de contribuer à la réflexion. » L'idée des chroniques est très simple. Le journal Le Soleil et Sud, connaissant Leadership Afrique, se sont dit nous allons aujourd'hui avoir 54 ans d'indépendance et si on fait le point, nous avons beaucoup de questions en débat. Peut-on trouver un espace pour réfléchir, poser les enjeux du débat public sur des questions importantes? Et nous savons tous qu'au Sénégal, la configuration actuellement des médias, le type de format d'émissions que nous avons, la domination du fait divers dans le traitement de l'information fait que les débats publics sur des enjeux majeurs du pays, en matière économique, en matière sociale, il n'y en a pas d'espace pour ces débats-là. Et c'est essentiel pour la bonne gouvernance d'avoir des espaces où les individus, les experts, les gens qui connaissent, et tous ceux qui ont de l'expérience à partager, le partagent pour que les citoyens se fassent une bonne conviction sur les bons choix. Donc notre initiative est essentiellement une amorce pour soulever des débats publics et c'est ainsi qu'on a convenu, avec cette initiative de Leadership Afrique, de publier du début du mois d'avril jusqu'à la mi-juin une chronique tous les lundis sur des questions que nous considérons importantes pour l'avenir du Sénégal. Mais justement, pourquoi 54 ans après l'indépendance du Sénégal, est-on dans une situation aujourd'hui où vous posez des questions essentielles en disant aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi le Sénégal n'arrive pas à décoller économiquement? Notre analyse est que nous avons essentiellement trois analyses. Nous avons deux temps. Nous avons un premier temps avec le Parti socialiste, avec Senghor, qui a impulsé une certaine dynamique. Nous avons une première alternance avec Wade et aujourd'hui, nous avons globalement une deuxième alternance avec Macky Sall. Quelle que soit la façon dont on le tourne, on en arrive toujours à ce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de leadership national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une classe politique dirigeante qui réfléchit sur ce que le Sénégal doit devenir, qui analyse les forces et les faiblesses du Sénégal, qui analyse l'évolution du monde et qui inscrit la dynamique du Sénégal dans la perspective d'avenir. Cette réflexion-là, ce leadership-là, on ne le sent pas. Pourquoi? Parce que, de façon générale, nous avons, en Afrique, ce n'est pas particulier au Sénégal, une domination d'une classe politique par ce que j'appelle une classe politique très politicienne. Entendons-nous bien, il y a des hommes politiques très sérieux, structurés, qui existent au Sénégal. Il y a des dirigeants de partis qui sont sérieux, structurés. Mais de façon générale, le système politique au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, est dominé par des politiciens professionnels. Ça veut dire quoi? Des personnes qui n'ont pas de métier en particulier. La seule activité, c'est le politique. Ils espèrent manger et boire grâce à ce que leur apporte la politique. Le seul déterminant existentiel, c'est la politique. Et ce n'est pas pour rien qu'au Sénégal, on parle beaucoup de transhumance d'un régime à l'autre parce que les politiciens professionnels n'ont pas de valeur sur le marché. Si vous quittez un régime et que vous avez une compétence particulière, vous avez une capacité de faire valoir, les entreprises privées, les organisations internationales vont vous chercher. Sinon, vous retournez toujours à la case politique puisque c'est la politique qui donne les moyens qui permettent le plus d'avancer. Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité des intellectuels africains que vous êtes, vous? Parce que vous avez déserté le champ politique en laissant à des médiocres, entre guillemets. Oui, disons que les gens n'ont pas déserté comme ça le champ politique. Je pense qu'effectivement, de façon longtemps, on a dit on s'éloigne un peu de l'espace politique, les intellectuels et la classe politique politicienne a occupé le système et a tout fait. Je vais vous expliquer un peu pourquoi
en Afrique, on est sous-développé et j'explique souvent que c'est parce qu'on applique la médiocratie. Je donne seulement pour expliquer. C'est quoi la médiocratie? Si vous êtes 100 personnes, vous allez entrer à l'école. 10 personnes vont arriver à l'université, ce qu'on appelle l'élite. Dans le système de gestion d'une entreprise, dans le système de gestion d'un État, sur le modèle que nous avons aujourd'hui, qui est le modèle unanimement partagé dans le monde, on fonctionne sur ce qu'on appelle le principe de rationalité. À chaque tâche, c'est une chaîne d'action et à chaque niveau, on doit être l'élément compétent à ce niveau pour faire ce qu'il faut faire pour aboutir au développement. Quand on le fait, tant que les 10 qu'on considère compétents sont au sommet du système, les autres, chacun à sa place fait son travail comme il faut, les choses marchent. Mais le jour où vous prenez, pour des raisons politiques, pour des raisons de partisanerie, quelqu'un qui est parmi les 10 compétents, vous le changez par quelqu'un des 90 considérés moins compétents, chacun des 90 se trouve fondé à essayer de réclamer le poste. Et comme les 90 sont les moins sachants, ils sont plus nombreux, ils impactent négativement le système et à un moment, c'est eux qui s'installent sur le système. Et quand ils s'installent sur le système, ils savent bien qu'ils n'ont pas de compétences pour amener le développement. Ce qui les intéresse, c'est occuper le statut, c'est d'avoir le poste. Ils s'assoient, ils font tout pour que les gens s'éloignent du système. Ils créent des antivaleurs qui fait que quelqu'un comme Alassane Diop dit « moi je ne me rapproche pas du système ». Ça s'est passé dans nos pays, pas seulement au Sénégal, de façon générale, et c'est ça qui est beaucoup à la base de notre sous-développement. À un moment, il faut arrêter cela. C'est ce que le Sénégal a essayé de faire un moment en disant « nous allons faire l'alternance avec Wade ». À ce moment-là, la population sénégalaise de façon générale considère que la façon dont on manage le bien public n'est pas bien. On aimerait le changer. Ensuite, Wade est arrivé. Wade a certainement fait des choses, mais de façon générale, sur le management public, il a fait pire. Et donc, les gens en sont arrivés à dire, mais à qui on peut faire confiance? Et j'arrive toujours à dire que certainement que Macky Sall était le moins typé politicien professionnel que les autres, et que pour un ensemble de circonstances, aujourd'hui, le président. Mais la tâche principale, encore aujourd'hui, qui est d'amener les pouvoirs publics à fonctionner sur l'intérêt général, à fonctionner sur la valorisation du mérite, à fonctionner sur la valorisation du travail, à faire des choix qui sont les choix optimaux par rapport au bien du pays, là, c'est en phase de réclamation. Mais 2 ans après que Macky Sall était au pouvoir, est-ce que vous avez l'impression que ce changement en profondeur est en train d'être apporté au vu des nominations qui sont faites, au vu des choix des personnalités qui occupent aujourd'hui l'espace public? Il y a 2 aspects. Il y a la volonté affirmée, l'ambition affirmée de Macky Sall. C'est une chose. Là-dessus, on ne peut pas dire qu'il n'a pas la volonté. Ça, c'est la chose. Il y a ensuite l'opérationnalisation de cette vision. Mais c'est là le problème. J'en viens là. Macky Sall est issu de partis politiques. Encore aujourd'hui, quelle que soit la volonté de Macky, le système de façon générale est drivé par le système politique traditionnel. Tout le défi, c'est comment créer les conditions du changement. À ce niveau-là, Macky Sall lui tout seul ne pourra pas s'en sortir, c'est évident. Il doit s'appuyer sur les leviers de son pays. Et je parle des leviers, c'est certainement la presse. Il faut, là on pourrait en parler, c'est certainement la société civile, c'est certainement le secteur privé. Un État, c'est essentiellement une capacité de lever des leviers. Mais aujourd'hui, on arrive au Sénégal à des moments où il y a des changements qui sont absolument nécessaires, des changements de mentalité absolument nécessaires, et ça, c'est pas seulement l'affaire d'un parti politique. Mais est-ce que ces changements ne sont pas annihilés par cette volonté de conserver justement ces bastions qu'ont occupés les politiciens, que la société civile qui était là, qui était quelque part l'avant-garde, comme on appelle l'alerte, semble être aujourd'hui complètement anesthésiée? Non, pourquoi? Je ne pense pas. La société civile, de façon générale, au Sénégal, il y a 2 sociétés civiles. La société civile, de façon générale, au Sénégal, elle est très dynamique. Elle ne se détermine pas seulement dans des associations. La société civile, pour moi, ce sont des individus qui règlent les problèmes de la communauté en dehors de ce que le pouvoir politique peut régler. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des organisations de la société civile qui jouent quand même un rôle. Cette société civile devrait davantage s'organiser et le pouvoir central devrait travailler davantage avec la société civile pour l'accompagner dans cette transformation. Parce que même si tu veux amener l'émergence, nous avons des transformations et cette transformation demande de grandes coalitions et c'est nécessaire dans ce contexte-là. Mais l'impression qu'on a avec le pouvoir public, c'est de gérer les choses de façon manichéenne. Vous êtes avec moi ou contre moi. Dès que la société civile commence à faire des critiques, des fois, il se peut que ces critiques-là soient objectives par rapport à la gestion des pays, on voit à travers eux des adversaires.
Oui, mais d'accord, mais je pense que là également, ça c'est enfantin. La société civile va jouer toujours son rôle critique. J'entends dire que des gens savent vu le mouvement Y'en a marre a existé, et puis pourquoi il continue? Y'en a marre devrait exister pendant 100 ans. Tant que sa vocation est d'avoir cette fonction de veille qui permet au pouvoir public de faire attention. Ça c'est fondamental, on en a besoin dans une société. Mais de façon générale, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin d'un pays où les processus décisionnels de façon générale doivent répondre à des critères d'efficience. Pourquoi de mon analyse? Et très souvent j'entends dire qu'une fonction ministérielle est une fonction politique. Je ne pense pas cela. La fonction présidentielle, elle est éminemment politique. Mais de mon point de vue, la fonction ministérielle, elle est éminemment technique. Et pourquoi? Chaque fois que vous devez assumer une responsabilité ministérielle, vous devez anticiper sur des investissements. Vous devez avoir la capacité de tracer une ligne pour votre ministère. Vous devez regarder pour chaque sou investi dans votre ministère la possibilité de lui donner un impact pour 10, 15 sous à la place. Il vous faut avoir une connaissance, il vous faut avoir de l'expérience, il vous faut avoir un pedigree. Il faut que dans l'ensemble des chaînes des nominations dans les ministères, que l'on ait à chaque fois la préoccupation de l'efficience. Mais on a souvent au Sénégal, depuis l'indépendance, nommé énormément de gens que sur des critères politiques. Lesquels ministres arrivent, nomment des directeurs que sur des critères politiques. On n'a aucune préoccupation de l'intérêt public. Ce sont ces process-là qu'il faut changer. Le Sénégal n'est pas le seul pays où la classe politique elle est importante, où il y a une classe politicienne. Allez à l'île Maurice. L'île Maurice est un pays où le sport national, c'est la politique politicienne. Mais l'île Maurice a le plein emploi. Il y a une différence fondamentale entre établir un système de production économique qui permet de bâtir la richesse, qui permet de valoriser les entreprises, qui permet de faire des choix techniques optimaux qui sont bons pour la communauté, et la façon dont on gère la classe politique. Pourquoi l'île Maurice prête à des politiciens et l'île Maurice se développe au point de bâtir du plein emploi? Mais parce que peut-être à l'île Maurice, il y a eu ce qu'on appelle une vision claire, définie, et où les populations adhèrent à cette vision. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait? L'île Maurice, c'est 1 million de personnes sur une petite île de pierre. Qu'est-ce qui nous empêcherait? Mais aujourd'hui au Sénégal, on a l'impression qu'à chaque fois qu'un régime vient, l'opposition dit tout ce qu'il fait. Ce qu'il fait, ce régime-là, pardon, c'est pas bon, c'est nul. Mais il n'y a pas une discussion dynamique, il y a un échange pour le pays. Exactement. Et pour moi, à ce niveau-là, il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est au pouvoir public de créer les conditions d'un débat public qui transcende les contingences partisanes. Il faut que le pouvoir, dans ses décisions, dans ses process, sorte de son système politicien. Je vous donne un exemple qui est très pratique. Moi, je suis de ceux qui pensent que le PSE est une bonne chose. C'est une bonne démarche dans le bon sens. Mais on n'en parle plus pratiquement dans ce pays, il n'y a pas de débat. Mais si on parle du PSE, jusqu'ici, j'en entends parler en termes de communication politique du PSE, mais jamais en termes de communication publique du PSE. Donc, il ne s'agit pas de dire le PSE est bon, très bien, mais il faut aller au-delà de ça. Prenons un exemple très simple. On sait que le secteur agricole est un secteur très important. Mais si vous analysez, vous allez sur le PSE, ce qu'on devrait entendre aujourd'hui, c'est de dire, mais le secteur agricole est très important. On a la lisibilité que le Sénégal importe beaucoup de pommes de terre, mais nous avons des producteurs de pommes de terre et qu'on a prévu qu'il y a tant de financement pour encourager la production de semences de pommes de terre, pour que tous ceux qui sont éventuellement ont les capacités de faire de la semence de pommes de terre planifient leur prochaine année ou les 2 prochaines années en fonction d'une information d'opportunité. Donc il y a 1 milliard d'informations comme ça qui sont du domaine de l'information publique. Mais le PSE est une bonne chose, mais sa communication est totalement une communication politique. Et c'est cette façon tout le temps de politiser des choses qui, même si elles sont bonnes, de vouloir toujours l'amener au sens de l'exploitation politicienne qui amène un débat qui fait que les gens de facto repoussent et disent que c'est pas vrai ou c'est pas vrai, mais on a un pays où l'on doit se calmer. Regardez concrètement, faire notre analyse critique. Tu sais, Alassane, on a énormément de questions sur lesquelles nous, Sénégalais, nous devons nous remettre en cause. Mais est-ce que le grand problème dans ce pays, ce n'est pas aussi la mise en œuvre? Le PSE a été réfléchi, beaucoup d'intellectuels, des économistes disent que c'est une bonne chose, mais quand il faut mettre en œuvre, quand il faut aller à l'action, c'est un problème, c'est le désert. Quand les gens doivent l'appliquer, comme vous l'avez dit, identifier des projets précis, investir, mettre de l'argent pour faire avancer les choses, il y a un problème. Mais je vais vous expliquer, ça nous ramène toujours au leadership et à la gouvernance. Le Sénégal est un pays conceptualiste, bon pour vendre des concepts. Nous avons un problème de mise en œuvre de nos politiques publiques. Pourquoi? Parce que nous avons un État inefficace. Pourquoi nous avons un État inefficace? Parce que le processus décisionnel au sein de l'État est dominé par le processus de la politisation. Une fois encore, prenons un exemple. On peut parler du PSE. Regardons des questions fondamentales. Nous avons une perspective d'émergence avec le PSE. Nous avons
notre cheville ouvrière technique qui est chargée de transformer la vision de l'État en résultat concret, c'est l'administration sénégalaise. Mais qui a interrogé l'administration sénégalaise? Quel est le profil aujourd'hui de notre administration? Est-elle outillée pour porter la transformation économique attendue du Sénégal? Quel est son profilage? Quel est son personnel? Quels sont ses équipements techniques? Quel est son niveau de motivation? Il faut avoir une adéquation conséquente entre notre perspective de développement et les instruments de mise en œuvre qui permettraient d'avoir le résultat. Donc il faut un audit de l'administration. Entre autres choses, c'est fondamental. Parmi les transformations ou les réformes majeures, l'administration est importante. Et je ne le dis pas en termes négatifs. Peut-être que les gens de l'administration vont être mieux payés, mais ça c'est l'audit qui le dira. Peut-être qu'ils vont avoir plus d'outils techniques, plus de systèmes de management. Ce sont des aspects importants. Mais ça va avec un choix de l'État d'arrêter de politiser les processus décisionnels. Vous avez des fonctionnaires qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup plus que des gens du secteur privé. Mais tous les jours, n'importe quand, n'importe quel ministre décide que. Il faut qu'on revienne à ce qui est rationnel. Si vous demandez en Afrique quels sont les pays les plus développés, on va vous parler de l'Afrique du Sud, on va vous parler de l'île Maurice. Mais de plus en plus, on parle de Cap-Vert. Et du Kenya aussi. Mais regardons pourquoi ces pays marchent. Vous allez même en Amérique latine, vous demandez les pays les plus développés d'Amérique latine, on va vous parler Argentine, on va vous parler Brésil. On va vous parler Chili. Pourquoi? Venezuela, Mexique, pourquoi? Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que le Cap-Vert, qui est un pays à côté du Sénégal, qui n'a pas de ressources de point de vue minière, de ressources peut-être même énergétiques, qui arrive aujourd'hui à être un pays émergent où il y a beaucoup d'alternance au Cap-Vert qui se passe de façon naturelle. Alors qu'au Sénégal, c'est comme si l'alternance qui se passe du point de vue politique est exceptionnelle. Mais c'est notre approche politique. Le Cap-Vert est arrivé aux indépendances avec le PAIGC de la Guinée-Bissau. Le Cap-Vert va vers l'émergence, la Guinée-Bissau est toujours dans le trou. Pourquoi? Parce que nous avons une élite capverdienne qui fonctionne sur un principe de rationalité. Ça veut dire quoi? Un pays, on fait la politique, mais on le gère selon des critères de compétences établis. Dans la cellule de Soul au Cap-Vert, vous avez un réceptif hôtelier, plus de réceptifs hôteliers qu'au Sénégal et au Mali réunis. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les gens ont une vision plus claire, ont été plus conséquents, plus constants dans l'investissement, ont fait des choix plus optimaux, ont été plus regardants dans la dépense publique, ont essayé chaque fois d'être crédibles auprès des tours opérateurs pour bâtir un tourisme qui permet à Cap-Vert de continuer à bâtir des réceptifs hôteliers. Il n'y a pas de secret à Alassane Samba Diop. Prenons un exemple qui s'appelle l'agriculture. Le Sénégal a été longtemps considéré, moi quand j'étais jeune, on parlait du Sénégal comme si on était un pays sahélien et donc pas d'agriculture. Mais vous savez, l'agriculture, c'est essentiellement la capacité d'avoir de l'eau. Vous allez au Maroc, il y a une agriculture remarquable dont on parle partout dans le monde. Vous creusez à 300 mètres en dessous du sol pour avoir accès à l'eau, pour irriguer. Vous allez à Israël, on creuse à 600 mètres en dessous du sol pour avoir accès à l'eau pour irriguer. Et pourquoi irriguer? Parce que l'essentiel du développement de l'agriculture aux États-Unis, en Espagne, en Asie, se développe par l'agriculture irriguée. Au Sénégal, nous avons des milliards de mètres cubes d'eau en dessus du sous-sol. De cette eau, on ne tire que 4% pour faire l'eau potable qu'utilise la SDE. Le reste est dans la terre. Et encore au Sénégal, il n'y a pas de législation de l'eau à usage agricole. Ça veut dire quoi? Nous racontons des histoires. Nous ne faisons jamais des choix sérieux, structurés. Une des premières choses, c'est de régler la question de l'eau à usage agricole, de créer les conditions. Vous avez un pays où les 2/3 des surfaces cultivables ne sont quasiment pas cultivées. Nous avons un pays qui n'est pas très peuplé. Nous avons un pays qui a une tradition agraire remarquable. Nous avons un pays qui a un ensoleillement remarquable. Nous avons un pays qui, quand vous prenez un camion de fruits, vous l'amenez à 72 heures, vous êtes en Europe. Mais pourquoi donc on va importer la nourriture? Pourquoi donc notre agriculture n'est pas développée malgré toutes nos richesses? Mais il n'y a pas de 1000 explications. Il n'y a pas de volonté sérieuse et conséquente de développer l'agriculture depuis l'indépendance. Nous parlons, mais quand vient le temps, sérieusement, de prendre les choses à bras de corps, de faire un investissement conséquent, constant, régulier, en choisissant les meilleurs techniciens, les personnes les plus compétentes pour arriver à du résultat, nous ne le faisons pas. Résultat, nous n'aurons jamais de résultats. Est-ce que le problème c'est dû au leadership du point de vue macro, ou bien même c'est les Sénégalais eux-mêmes
qui ne veulent pas peut-être suivre la cadence pour faire avancer les choses Mais aussi. je ne suis pas d'accord, le peuple sénégalais... C'est une question que je pose. Je comprends, mais le peuple sénégalais est un peuple organisé, structuré, qui se débrouille. Pourquoi le secteur informel se développe? Parce qu'ils n'ont pas vu de l'État une capacité de régler les problèmes, ils vont les régler eux-mêmes. Le problème, c'est toujours au niveau de l'élite dirigeante. Il y a des gens qui sont à la manette, qui se planifient du développement, qui vont chercher des financements internes et externes, qui ont la responsabilité de développer dans ce pays. Je peux vous en citer 1 milliard d'exemples. Et ce n'est pas seulement le Sénégal. Je peux vous donner des exemples et des exemples. Prenez l'exemple d'un pays qui s'appelle le Mali, pour vous donner comment nos élites sont peu ambitieux pour leur peuple. Au Mali, en 1939, a été inauguré ce qu'on appelle le barrage de Markala. Parce que le colonisateur avait vu tout le potentiel agraire du Mali et avait pensé que le Mali allait être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Et pour être conséquent, le colonisateur a investi dans un barrage, qui est le barrage de Markala, système gravitaire, qui a une capacité d'irriguer 1 million d'hectares. Encore aujourd'hui, elle a cette capacité-là. Depuis l'indépendance, le Mali n'a pas dépassé les 100 000 hectares. Ça veut dire que le colonisateur était plus ambitieux et plus conséquent que nous. Je peux vous en donner des exemples. Comment se fait-il qu'au Sénégal, depuis l'indépendance, nous formons des architectes et des ingénieurs, et qu'encore aujourd'hui, les meilleurs bâtiments, sur le plan architectural et sur le plan de la construction, sont les bâtiments laissés par les colonisateurs? De quoi nous parlons? Dans n'importe quel secteur, vous analysez, il y a un problème de rigueur, de sérieux et de constance dans l'effort. Pourquoi? Mais parce que mon analyse est que le Sénégal s'est informalisé et s'est wolofisé. Je m'explique. Quand Senghor était président de la République, vous sortez de l'ENAM, on vous envoie au moins dans 5 à 6 régions du Sénégal comme sous-préfet. Ensuite, on vous envoie dans 7 ou 8 autres régions comme préfet. Et après ça seulement et des évaluations administratives, vous pouvez être gouverneur. Donc vous allez faire plusieurs régions du Sénégal, avoir au moins 15 ans d'expérience. Mais depuis que Senghor n'est plus là, n'importe qui sort de l'ENAM aujourd'hui, demain vous pouvez avoir un poste au sommet de l'État. On a vu des gens sortis étudiants être présidents de conseil d'administration. Un système, c'est un système. Il y a des règles. Il faut former les gens, il faut les préparer. Il faut anticiper sur l'avenir. Il faut donner la place aux gens qui ont la compétence, la capacité, l'autorité, la sagesse pour mener des responsabilités. Mais vous sortez de l'ENAM, vous êtes magistrat, vous êtes ceci, on vous nomme n'importe quand dans des postes extraordinaires parce que vous avez la compétence politique. Mais est-ce qu'il est possible Je ne donne pas seulement ces exemples, mais c'est dans tous les domaines. Oui. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de revenir aux fondamentaux? Mais il est incontestable. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Vous savez, et ça, il faut qu'on arrête de penser que ça va être les politiciens qui vont le régler. Notre pays va avancer quand nous serons sérieux. Nous ne sommes pas sérieux de la façon dont nous gérons notre pays. Et pour cela, il faut qu'on s'en parle. Il faut qu'on regarde sérieusement qu'est-ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans les choix? Qu'est-ce qui ne va pas dans le management public? Et ensemble, on regarde les chemins. Il y a des exemples. Vous allez aujourd'hui, n'importe quel président, parce qu'on a une conception très importante du pouvoir chez nous. Mais n'importe quel ministre se considère comme un président chez lui et donc comme un roi. Mais allez dans n'importe quel pays du monde. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous avez dans les ministères, celui qui est le boss, ce n'est pas le ministre, c'est le sous-ministre. C'est le gars de l'administration publique qui est là depuis longtemps. Au Sénégal, on devrait, de façon générale, donner davantage de postes au secrétariat général du gouvernement, avec de grands mandarins, des gens compétents. Un ministre peut être politique, mais ça n'empêche pas d'être compétent. Un ministre peut être politique, mais il peut assumer une fonction de représentation. Mais quand vient le temps des décisions, il s'appuie sur des gens structurés, qui ont l'autorité, qui ont la tradition, qui ont le crédit. Mais tout est possible dans ce pays. Dès que politiquement ou politiciennement c'est possible, on réinverse. On amène les techniques à s'ajuster à la décision ou à la volonté politique, mais jamais sur les fondamentaux. Mais ça, c'est nécessaire que nous remettons les choses à l'endroit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'avec ce nouveau régime, qu'on est en train de revenir à l'endroit ou bien on poursuit la politique qui avait été mise là depuis lors? Je ne vais pas dire que j'ai l'impression ou pas, mais mon analyse est que nous sommes arrivés à un moment où, avec le régime de Macky Sall, on arrive à une phase de l'histoire du Sénégal où nous avons, dans cette phase-là, la meilleure période pour changer les choses. Si nous ne le réussissons pas, ça va être un grand problème après. Si nous parvenions à réussir le changement, là, le Sénégal peut avoir une bonne perspective. Mais est-ce que la détermination de changer les choses, elle est là?
Sur le plan du discours politique de Macky Sall, oui, pratique. Oui, mais de façon pratique. pratique. Not creed, comme disent les Anglais. Non, je suis d'accord, mais nous sommes aujourd'hui en 2014. Sall est arrivé au pouvoir il y a cela 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup, mais 2 ans, c'est assez suffisant pour envoyer des signes. Sur le plan de l'engagement public, on ne peut pas dénier qu'il y a une volonté. Aujourd'hui, mon analyse est que le système politicien domine encore le système public. Si nous ne parvenions pas à l'équilibrer, ça va passer. Et je le répète, ça ne va pas être seulement la volonté de Macky Sall. Ça va être aussi le leadership du secteur privé. Il y a des questions fondamentales sur lesquelles le leadership privé, le secteur privé doit parler. Sortir de son quant à soi parce qu'elle a une légitimité économique pour s'exprimer. Voilà un pays. Mais justement, c'est la question que beaucoup de Sénégalais se posent par rapport au secteur privé sénégalais. Ce qu'on voit en tout cas, qui sont au devant de la scène, ne semblent pas être ceux qui sont réellement dans le secteur privé. Je m'explique, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui sont dans les PME, dans les PMI, ceux qui représentent le plus gros de la main-d'œuvre d'emploi au Sénégal, ne sont pas ceux-là qui parlent, qui sont devant de la scène. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. 2 raisons. Pourquoi aujourd'hui, Alassane Samba Diop, vous dites je vais interviewer Abdoulaye Rokhaya? Parce que vous remontez à 6 mois ou à 1 an, Abdoulaye Rokhaya va dire écoute, merci pour une entrevue. Parce que l'espace politique, l'espace débat est tellement politisé que c'est totalement manichéen. Quand vous venez, c'est pour dire je suis pour ou contre politique. Les médias en ont une responsabilité, mais aussi les politiciens. Nous avons un espace où tout est politisé. L'homme d'affaires qui investit, qui travaille, mais il fait attention à un environnement. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de décloisonner les choses. Aujourd'hui, nous avons un pays qui veut créer de l'emploi. Tout le monde se craint qu'il n'y a pas d'emploi. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas plus de revenus. Mais comment va-t-il y avoir de l'emploi? Il n'y a pas possibilité d'emploi si ce n'est pas fait par une entreprise. Ce n'est pas l'État qui peut. C'est impossible. Et la seule façon pour une entreprise de créer de l'emploi, c'est de l'investissement. Le rôle de l'État, c'est comment j'ai fait pour qu'il y ait de l'investissement. Comment j'ai fait pour que les entreprises qui sont chez moi soient suffisamment outillées pour capter davantage d'investissements et me permettre de créer de l'emploi. C'est fondamental. Mais la fonction de l'investissement n'est pas transversale dans tout ça, elle est centrale. Il n'y a pas de secret. Le Sénégal n'est pas un pays en dehors d'autres. Tout ce que nous ne faisons pas tous les jours, qui ne soit de nature intelligente et structurée pour attirer de l'investissement, nous passons à côté de la réalité. Dans ce discours-là, les acteurs privés ont des choses à dire, ont des propositions à faire, ont des contributions à faire. Mais effectivement, jusqu'ici, aussi bien des intellectuels comme moi, comme d'autres, sont restés sur leur quant à soi, mais je pense que c'est nécessaire de plus en plus que l'on ne laisse pas la place ou le message ou le débat public dominé par la politique aérienne. Mais dans les pays qui se battent pour conquérir des marchés sur le plan extérieur comme la Chine, comme aujourd'hui le Maroc et d'autres pays, on a vu l'accompagnement que l'État avait le secteur privé fort, qui l'aidait à l'investir. On voit aussi les banques comme Exim Bank, les banques chinoises, qui sont des têtes de pont pratiquement de la diplomatie chinoise dans des pays pour conquérir des marchés. Mais dans nos pays, on a l'impression qu'il y a des césures entre le secteur privé et le secteur étatique et même la société civile. On n'a pas une sorte d'entente sur l'essentiel. Oui, et pour moi, ça c'est une erreur. Et pour moi, un des grands défis que le président Sall devrait faire, c'est de créer les conditions de cette plateforme commune. Moi, j'ai un concept que j'aime bien qui s'appelle Team Sénégal. Vous savez, au Canada, moi je suis très marqué par le Canada parce que j'ai vécu 20 ans de ma vie au Canada et c'est ma principale expérience professionnelle. Mais le gouvernement du Canada, si important soit-il, fait Team Canada. Il réunit sur une même plateforme tous les premiers ministres de toutes les provinces et le gouvernement du Canada et les plus grandes institutions financières et il parcourt la planète pour convaincre un Chinois de venir investir $100 000 au Canada. Parce qu'ils savent que même $10 000 investis au Canada va créer quelque chose. C'est cette vision-là qu'il faut avoir. Il faut aujourd'hui le Sénégal. Nous avons l'intelligence, nous avons la capacité de créer les conditions d'un Team Sénégal. Et pour moi, un des grands défis, c'est que le président Sall, avec le secteur privé, avec la société civile, réfléchissent. Nos systèmes n'ont pas marché. Il n'y a pas de résultats. Il y a suffisamment de compétences au Sénégal pour aider à tracer une ligne, à décloisonner. Arrêtons de faire de l'affaire publique une chose des politiciens. L'espace public appartient à tout le monde. J'entends même dire que des gens qui sont dans la société civile, je ne parle pas des think tanks, des gens qui sont dans la société civile ne doivent pas aller faire la politique dans les quartiers ou dans les locales. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que des gens qui sont dans la société civile, qui sont auprès des populations, qui se battent, en quoi ils ne devraient pas faire la politique comme tout le monde. Il ne faut pas dire que parce que les gens font la société civile, ils veulent faire la politique. Ce n'est pas vrai. L'espace public n'appartient pas aux politiciens. L'espace public appartient aux entreprises privées. Vous allez dans tous les pays développés, vous allez au Canada, n'importe quel parti politique. S'il veut se crédibilité, il va convaincre des capitaines d'industrie de venir être députés dans leur parti. Pourquoi des hommes d'affaires?
des experts comptables, des gens brillants, structurés, qui ont plein de choses à faire, qui ont démontré leurs preuves, ne prendraient pas le leadership d'un certain nombre de choses publiques. Il faut faire la différence entre la politique et la fonction et l'espace public. L'espace public appartient à tout le monde. Et le génie d'un État, c'est de regarder dans son pays les identités les plus remarquables et de les mettre ensemble pour bâtir une nation. Mais pour réussir là, la presse a un rôle fondamental à jouer. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, que la presse sénégalaise fait son travail, hormis d'avoir travaillé à ce qui est d'alternance pacifique, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait des avancées, mais l'impression que beaucoup ont aujourd'hui, c'est que la presse sénégalaise est malade. Mais c'est la vérité, la presse sénégalaise est en crise existentielle, est en crise de valeurs. Aujourd'hui, nous avons une presse qui, pour l'essentiel, a un déterminant existentiel qui est le fait divers. La presse populaire domine l'espace de la presse écrite, les radios et les télévisions, pour fort leur contenu, s'appuient sur ce que fait la presse populaire. Ça, c'est une réalité. Ça n'enlève en rien le mérite de la presse et de ce que les gens ont fait jusqu'ici. Mais aujourd'hui, la nature du contenu et des messages du paysage médiatique ne sont pas en phase avec les perspectives de développement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un vrai débat, sur les choses essentielles telles que l'économie, la culture qui font avancer le pays? De mon point de vue, il faut absolument, je pense, constant la crise, moi j'ai même proposé qu'il y ait des états généraux de la presse. Pour qu'on revienne, la presse a un rôle extrêmement important dans une démocratie moderne. Nous voulons la bonne gouvernance. C'est la presse qui peut nous permettre de lutter contre la corruption. C'est la presse qui peut nous permettre de faire valoir qu'on a fait les bons choix là. Ça c'est extrêmement important. C'est la presse qui peut faire le débat. Si aujourd'hui mes idées sont partagées par d'autres, si ce n'était pas vous qui me donnez une entrevue, les gens ne vont pas être au courant de mes idées. Et ça peut développer des convictions. Donc le rôle de la presse est important. Mais disons-nous la vérité, elle a également une responsabilité qui n'est pas seulement que de divertir. Elle a une responsabilité éducative, elle a une responsabilité d'information, d'accompagnement. Mais ce que nous avons aujourd'hui, le type de leadership que nous avons dans le type de presse, et particulièrement sur la presse sénégalaise, dominée par les télévisions aujourd'hui, mais nous sommes dans ce que j'appelle une pyramide inversée. C'est la première fois que vous voyez presque dans le monde, je caricature, mais c'est juste pour l'image. Nous avons aujourd'hui dans le secteur médiatique ce que j'appelle de grands amuseurs publics. La télévision a besoin de grands amateurs publics parce qu'elle a besoin de d'audiments. Nous avons de grands animateurs et nous avons au bas de l'échelle les journalistes. Nous sommes dans un média de presse où les journalistes sont comme les parias du système. C'est un non-sens. Mais quand les journalistes sont les parias du système, ça veut dire que toute notre société va être malade. Parce que les vrais journalistes, enquêteurs, sérieux, rigoureux, capables de poser des débats, d'élargir les horizons, d'éclairer nos lumières, ne sont pas là. Résultat, dès qu'il y a un petit politicien farfelu que personne ne connaît, dit un mot, c'est grossi de façon extraordinaire, ce qui fait que toute l'attention est portée sur de la politicaillerie au détriment des vrais enjeux. Est-ce que ce n'est pas parce que les vrais professionnels ont déserté le métier? Mais ils vont déserter parce que nous sommes dans un pays où l'économie est difficile, où les entreprises de presse ont des conditions de survivance difficiles et les vrais professionnels vont aller chercher ailleurs pour survivre. Et dans ce contexte-là, tout est possible. Et c'est pour cela qu'il faut revoir, la presse doit faire son examen critique, mais en même temps, il est de la responsabilité de l'État d'accompagner la presse pour se redéterminer. De la même façon, les partenaires au développement, je le dis souvent, les partenaires au développement vont identifier des secteurs pour accompagner le pays parce qu'on pense que c'est nécessaire pour son développement. Mais les partenaires au développement ont fait des études. On voit que le secteur de la presse est un secteur essentiel. Il faut trouver les façons de l'accompagner. Mais en France, on a vu à un moment Nicolas Sarkozy, en parlant de la presse française, parler de l'essentiel, du rôle essentiel que joue la presse et comment le gouvernement français doit accompagner la presse pour qu'elle se développe, qu'elle soit une presse responsable, crédible, pour qu'elle aide à l'émergence de leur pays. Il faut que nous soyons sérieux. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, tout le monde se plaint du nombre de télévisions privées. Mais est-ce que vous savez combien de personnes ont des licences de télévision dans leur poche au Sénégal? Allez demander ça au CNRA ou à la RTP. Vous serez surpris. Seulement parce que ce sont des processus décisionnels politiques, plein de politiciens ont des licences de télévision. Mais attends, vous êtes en France, un pays dont le marché le permet, un pays dont le marché publicitaire le permet. Le nombre de télévisions, avec un cahier de charges précis, est totalement limité. Allez au Canada, la même chose, parce qu'il faut démontrer la capacité économique, que si vous employez des gens, vous pouvez les garder. Il faut développer la capacité de faire des programmes qui sont dans ce que la société a besoin pour son développement. Mais au Sénégal, n'importe qui a une licence de télé et vous voyez que dans ce contexte-là, vous voulez qu'il y ait un marché. Il y a la responsabilité de l'État de ramener les choses dans le fondamentaux.
Mais si on ne le fait pas, on parle dans le vide. L'État doit accompagner, doit aider. On sait qu'il y a des problèmes, on sait que le papier coûte cher, on sait qu'il y a d'autres choses sur lesquelles la presse, l'État, c'est sa responsabilité d'accompagner. Parce que s'il n'y a pas de presse, il n'y a pas de débat. Et s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de gouvernance. Et ce sont des questions importantes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait parler que nous avons besoin de changer, que ce soit sur la presse ou que ce soit sur autre chose. J'irai plus loin. Nous parlons tous, et c'est pour ça que le débat est important, nous parlons tous d'émergence. Vous savez c'est quoi l'émergence? Quand l'Allemagne dit, dans 20 ans, je veux atteindre tel niveau de croissance ou tel niveau de développement. Quand vous le dites, ça veut dire que je veux que dans 20 ans, je crée dans mon pays une richesse de telle quantité. La richesse dans un pays est créée par deux personnes, une personne physique et une personne morale. Pour que tu crées la richesse, il faut que tu sois productif, il faut que tu sois compétitif, il faut que tu sois innovant, il faut que tu sois créateur, il faut que tu aies une souplesse du marché du travail. Mais aujourd'hui, le profil humain que nous avons, nous Sénégalais, sur notre modèle éducatif, en quoi il y a un linkage entre notre profil de développement humain, en termes de productivité, de compétitivité, d'innovation, d'exigence et d'endurance au travail? Aucun lien. Mais les pays qui veulent émerger dans 20 ans, même l'île Maurice, c'est aujourd'hui qu'ils commencent à éduquer leurs enfants sur des choix. À revoir l'éducation. À revoir totalement l'éducation, à la maison, sur l'endurance, sur la productivité, sur le travail, sur le sérieux, sur la rigueur. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Tant qu'on ne le fait pas, on ne se développera pas. Nous avons tous chez nous nos enfants. Pourquoi au Sénégal, vous dites qu'une fille qui a 15 ans, 16 ans, est plus mature qu'un garçon qui a 15 ans, 16 ans? C'est très simple. Parce qu'au Sénégal, un garçon est un élève. C'est comme si être élève est un statut social. Votre garçon, il est à la maison. À part étudier, il dort, il regarde la télé, il prend le thé. Sa sœur, qui est dans la même maison et qui étudie comme elle, comme lui, fait la cuisine, fait d'autres choses. Fait la cuisine. La société la confronte à une série de tâches. Évidemment, elle développe son cerveau sur l'attention, sur la rigueur, sur l'autonomie, de façon beaucoup plus importante que l'homme. Résultat, quand ils arrivent à un certain âge, la femme est plus structurée. Alors ce garçon-là, il reste dans ce même statut. Il a son bac. Ensuite, il va à l'université, il dit qu'il a sa licence ou son master 1 ou 2. Il sort de là, vous dites qu'il est chef de service quelque part ou adjoint chef de service. Mais toute sa vie, il n'a rien fait. Il n'a été formé sur rien du tout, à part dormir et lire de la théorie. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la cellule de base, la famille, la façon d'éduquer les enfants? Mais c'est ce questionnement-là qui est essentiel dans notre société. Parce que nous formons, nous nous plaignons de notre cadre, nous nous plaignons du comportement de nos élites. Mais c'est la conséquence logique du modèle éducatif col blanc que nous avons depuis notre naissance. C'est ces questions-là qu'il faut remettre en cause. Ce sont ces questions-là sur lesquelles nous devons nous interroger et redéterminer notre profil. Je vous donne un autre exemple. Nous disons dans notre propre société que l'homme est le chef de la famille. Depuis que nous sommes nés, nous regardons nos sœurs, nos mamans, nos tantes leur disent, quand une femme est mariée, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu t'occupes de ton mari, voilà ce qu'il faut éviter. As-tu déjà entendu quelqu'un dire à un garçon, quand tu vas être père de famille, voilà ce que tu dois faire? Jamais. Ça n'existe pas. Nos femmes sont mieux préparées dans notre modèle sociétal que nos hommes. Il ne faut pas se surprendre qu'on dise qu'elles sont, à bien des égards, plus responsables. C'est un process. Donc nous avons des questions fondamentales. La même chose sur la productivité. Vous avez des neveux chez vous. Un petit lit est cassé. N'importe quoi est cassé chez nous. Aucune des personnes de la maison n'est capable de le réparer. Il faut toujours appeler le boulanger, quelqu'un, il faut le payer pour le faire. Alors que les gens ont le temps. On est formé à rien. Attends, soyons sérieux. Ça fait de grands enfants qui grandissent. Mais un grand enfant, quand il est devant les responsabilités, il les gère comme un grand enfant. Nous avons des questions fondamentales, sociétales, sur lesquelles les sociologues, les historiens, on devrait s'arrêter. Ça n'a rien à voir avec des affaires de blanc. Ce sont nos réalités. Nous devons les analyser de façon critique et nous redéterminer. On peut en parler. Ça, c'est sur le plan du comportement. Mais le gros problème dans ce pays, c'est qu'on fait les constats. Mais le problème, c'est qu'on ne s'assoit pas autour d'une table pour discuter de ces questions pour voir comment avancer. Mais bien sûr, et comment aujourd'hui s'accaparer des idées que vous avez avancées aujourd'hui pour faire avancer les choses. Qu'il y ait une réflexion derrière. On a l'impression que tout demain va retomber dans la politique. On dit, mais écoutez, j'ai suivi l'émission avec M. Abdoulaye Rokhaya Wane, c'était très bien, c'est fini. Oui, mais parce que dans notre vision, on pense encore à la magie. Il y a toujours quelqu'un qui va régler notre problème. On pense que le pays va se développer parce qu'Abdoulaye Wane va être un génie ou Macky Sall va trouver la recette miracle pour développer le pays. Ce n'est pas vrai. Ce pays va marcher quand la masse critique des personnes qui fonctionnent dans ce pays vont fonctionner dans une dynamique qui marche. Si tout le monde est assis, le pays ne peut aller nulle part. Soyons sérieux, on n'est pas le seul pays au monde.
Les pays qui marchent répondent à des logiques scientifiques. De quoi nous parlons? À un moment, nous sommes tous très fiers de savoir que l'Égypte ancienne était la plus grande civilisation. Qu'ont fait les grands scientifiques européens, les philosophes? Ils sont allés étudier l'algèbre, le système de santé, la médecine. Ils ont étudié l'Égypte. Et ils sont retournés chez eux. Ils ont redéterminé le capitalisme moderne. Mais aujourd'hui, il y a un système dominant qui est le système occidental, néolibéral. Où nous sommes dans ce système, ou nous sommes en dehors de ce système. Tant que nous sommes dans ce système, nous devons utiliser notre génie à maîtriser les mécanismes et à gérer notre pays de façon structurée. Prenons l'exemple de la Chine, que tout le monde parle aujourd'hui. Mais la Chine, pendant très longtemps, n'était pas développée parce qu'elle avait sa fierté de grand empire orient et qui reste là-dessus. Mais quand elle a compris qu'il faut faire la différence fondamentale entre ma culture chinoise et le système de production économique, elle a connu un décollage fantastique. Parce que ça veut dire quoi? Je suis dans un monde où j'attire les investissements quand je fais bien les choses chez moi dans des conditions compétitives. Moi, Chinois, je vais leur montrer que je peux travailler mieux que les Français. Je peux travailler et ma qualité de vie fait que je peux coûter moins cher. Je crée les conditions pour qu'il soit plus facile de venir chez moi. Je vous rappelle qu'un hôtel 4 étoiles en Chine, vous allez le payer 20 000 francs CFA. Le même hôtel 4 étoiles en Chine, au Sénégal, vous allez le payer à 100 000 CFA. Hein? Il va être plus facile d'aller faire du développement d'affaires en Chine que venir au Sénégal. Parce que là-bas, il y a une vision stratégique qui a été mise en place. Il y a une entente entre les Chinois sur quoi ils veulent faire de leur pays. Mais c'est ça le gros problème au Sénégal, on ne s'entend sur rien. Mais il faut travailler à s'entendre. Il faut qu'on ait cette une des grandes, si Macky Sall réussissait, cette capacité de sortir de la contingence politicienne et de mettre autour d'une table les forces vives de ce pays. On parle des marabouts, on parle des chefs religieux de façon extraordinaire, alors que c'est des gens qui ont créé des conditions de stabilité remarquables dans ce pays. Mais ils ont beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, tous les Sénégalais, ils vont dire ils ont El Hadji Malick ou Serigne Touba, de façon extraordinaire. Ils ont une dévotion remarquable. Mais ces personnes-là, qui ont amené ici l'islam, qui l'ont développé, qui l'ont élargi, l'ont fait en s'appuyant sur la meilleure sagesse africaine. Ils avaient autour d'eux de vieux sages africains qui connaissaient la société africaine, qui fonctionnaient sur leurs conseils, qui s'inspiraient de leurs conseils. Et c'est ça qui leur a donné la capacité de développer ce qu'ils ont développé, au point qu'aujourd'hui ils ne sont plus là, on les suit encore. Mais de la même façon, nous devons être capables de regarder dans ce pays de quoi avons-nous besoin. Les chefs religieux ont des choses à dire là-dedans. Les gens, au-delà des comptes, le secteur privé a des choses remarquables à dire. Souvent, j'entends secteur privé, investissement. C'est extraordinaire dans ce pays. Et l'on pense toujours, encore dans ce pays, même les autorités, pensent que dans le monde, il y a des investisseurs qui ont des mallettes d'argent et qui se mettent à regarder et qu'ils disent, bon, ça m'intéresse le Sénégal. Ça n'existe pas. Un investisseur est un homme d'affaires comme n'importe quel homme d'affaires sénégalais. Il va venir ici parce qu'il pense qu'il y a des opportunités. Il discute. Quand il voit que son projet peut être viable, il retourne, il voit sa banque. Voilà le truc, voilà le risque, voilà ceci, cela. Et sa banque appuie. Mais il n'y a pas un investisseur qui a de l'argent et qui traîne dans l'argent. Ça, c'est de l'illusion, c'est enfantin. J'irai plus loin. Cet investisseur-là, il ne se lève pas pour dire le Sénégal, non. Cet investisseur-là est souvent ce qu'on appelle, par exemple, un fabricant de bicyclettes. Il fait déjà ses bicyclettes au Bangladesh. Ces bicyclettes, pour l'essentiel, il les vend en Europe. Mais Bangladesh, Europe, c'est loin. Il dit, mais ma bicyclette, elle me revient, la bicyclette au Bangladesh, à 80 $. J'ai fait des renseignements, il semble qu'au Sénégal, ils ont la capacité de monter la bicyclette. Et il voit que s'il le monte au Sénégal, la bicyclette ne va pas lui coûter 80 $, mais va lui coûter 72 $. Il dit, mais attends, je vais économiser 8 $ par bicyclette. Et en plus, je vais être plus proche de l'Europe. Et là, il va regarder le Sénégal en termes d'investissement. C'est comme ça que les investisseurs vont dans les pays. Ils ne vont pas comme ça. Mais ça veut dire quoi? Nous devons travailler. Ce n'est pas vous dire, venez, mais quel est notre environnement des affaires? Quelle est la productivité? Quelle est notre valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on pousse? On parle beaucoup d'investisseurs. Et chez nous, on parle que des Européens et des Américains. Le Mali à côté a des commerçants extrêmement riches. Et la façon dont le Mali est organisé sociologiquement fait que les commerçants maliens ont pu développer de grandes industries. Vous avez dans le monde des milliardaires maliens à ne plus compter. Mais
je n'ai jamais vu au Sénégal quelqu'un dire je définis une stratégie spécifique pour convaincre des investisseurs maliens de venir au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal est la tête du Mali du fait du port. Il est logique qu'un investisseur, que des fortunes maliennes pensent faire du Sénégal une base opérationnelle. C'est une logique. Et pourquoi il n'y a aucune stratégie jamais pour dire on va aller chercher des investisseurs maliens? La Côte d'Ivoire a des gens qui ont des fortunes. Mais jamais on a défini une stratégie pour dire la Côte d'Ivoire nous intéresse. Mais on s'en fout d'où vient l'argent. L'important, c'est qu'1 milliard investi au Sénégal, ça crée de l'emploi, ça crée une richesse et ça génère des revenus pour les plus pauvres. La question fondamentale chez nous, c'est qu'on ne se regarde pas pour dire on a besoin de quoi. J'ai la certitude, sans aucune prétention, que si on faisait l'effort entre la Côte d'Ivoire, le Mali et un certain nombre de pays, il y a beaucoup de gens qui vont venir s'installer, développer de l'activité ici. C'est à nous de créer les conditions pour voir quelle est notre valeur ajoutée. Quels sont les gens qu'on veut connaître. Qui gagnerait à venir investir chez nous? Mais ces réflexions-là, on ne le fait pas. On reste dans le discours théorique. Voilà à peu près 1 milliard de choses sur lesquelles nous avons du travail à faire. Nous avons une analyse critique à faire. Et ça, évidemment, ce n'est pas seulement les pouvoirs politiques. C'est aussi les intellectuels. Souvent, je dis aux gens de l'université, avec qui j'ai l'occasion d'échanger sur des questions économiques, que je ne vois nullement une écriture d'une recherche économique. Je ne vois pas sur ces questions comme ça pourquoi l'Université de Dakar n'a jamais fait une note de réflexion. L'analyse comparative du développement industriel au Mali par rapport au Sénégal. La taille des investissements que les commerçants maliens font dans leur économie. Ce sont des choses qui donnent des idées. La même chose pour la Côte d'Ivoire. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles on a besoin des économistes, des sociologues, des gens de chez nous qui parlent, qui réfléchissent, qui analysent nos situations et qui donnent des solutions. Sinon l'État fonctionne sans aucun bruit, sans aucune boussole. Pilotage à vue. Mais bien sûr. Et voilà. Donc aujourd'hui, l'autorité fait le mieux avec ce qu'il a. Voilà, nous étions avec Abdoulaye Rokhaya Wane. Abdoulaye Rokhaya Wane, c'est un stratégiste, président du think tank Leadership Afrique. Nous parlons de questions essentielles aujourd'hui qui doivent préoccuper le Sénégal et l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous regardez à partir de chez vous. Au revoir.